Erev Tov, bienvenue au Shiur de Rambam, dans lequel on a commencé le 7e livre, un nouveau livre de Rambam, des lois de Zraïm, en commençant tout d'abord par les Ilchot Kilaïm, donc les lois de ne pas mélanger différentes espèces qu'Hachem a créées dans le monde. Chaque chose a une nature spécifique, et donc on a la halacha, mitzvah lota aseh, une des 365 mitzvot négatives de la Torah, c'est de ne pas semer, de ne pas planter deux espèces différentes ensemble pour ne pas mélanger les natures des choses. Alors, dit le Rambam dans le premier chapitre de loi de Kilaïm, halacha 1. Azora shnei minei zraim, ke'echad be'eretz Yisrael, lokeshinne'emar, sadcha lo tizra kilaïm. Celui qui va aller et qui va semer deux types de récoltes ensemble en Israël, il va recevoir des coups, comme c'est écrit, qu'il y a l'interdit de ne pas mélanger les différentes espèces dans le champ. ואחד הזורע, או המנקש, או המחפק, היות שהייתה חיטה אחת ושורה אחת או פול אחד, ועדשה אחת, מונחין על הארץ, וחיפה אותם באפר, בין ידו בין ברגלו, בין בכלי, הרי זה לוקה. ואחד הזורע בארץ, הוא בעציץ נקוב, אבל זורע בעציץ שאינו נקוב, מקין אותו מכת מרדות. Quand on parle ici de l'interdit, c'est pas juste celui qui va aller et qui va semer. Mais ça s'applique à celui qui sème, à celui qui va recouvrir les semences par la terre. Au lieu de mettre les semences, mais il y a des semences qui sont déjà par terre et lui va recouvrir, il va aller avec la terre autour. Alors, dans tous ces cas-là qu'il a recouvert avec la main ou avec un ustensile, il sera chayav malkout. Que ce soit qu'il a planté ce mélange dans la terre, ou bien dans un pot qui n'accouve, qui est percé, où là c'est considéré comme si c'est dans la terre. Par contre, s'il a planté ce mélange dans un pot qui est entièrement close et qui n'est pas percé, alors il n'est pas chayav de malkout, de la Torah, vu que ça ne s'est pas vraiment planté, vu que c'est pas lié avec la terre, ni directement et ni indirectement par un trou, mais il sera chayav makat mardout, les coups qui sont midrabanan, vu que c'est un interdit qui est des rabanan. Halacha Gimel poursuit le Rambam. Asur lizroa kilayim lenochi. ומותר לומר לנוחי לזרוע לו כלי זרעים, ואסור לאדם לקיים כלי זרעים בשדהו, אלא הוקחה במקיימן אינו לוקח. ומותר לישראל לזרוע כלי זרעים ידו מחוץ לארץ, ואפילו לערב הזרעים לכתחילה, ולזרען מחוץ לארץ מותר, דברים אלו דברי קבלה. On n'a pas le droit de semer des graines kilaïm hétérogènes, même pour un goy, mais on a le droit de dire au goy de le faire. Maintenant, si c'est déjà semé par une autre personne, on n'a pas le droit de laisser un mélange de graines dans son champ, alors il doit les arracher. Mais s'il les laisse, alors il ne va pas recevoir les coups, vu qu'il n'a pas fait un ma'asé, il n'a pas fait d'action, il était juste passif. Et il y a une règle générale, bien sûr qu'il y a quelques exceptions, mais la règle est qu'on ne reçoit pas des coups si on n'a pas fait d'action. Alors, cette loi, elle a à faire dans l'État d'Israël, c'est considéré la vraie plantation, mais en Chutz La'aretz, en la diaspora, alors il est permis de semer ce mélange de graines à l'extérieur. Et ça, c'est une chose qui était précisée, mipi à Kabbalah, en transmission de Moshe Rabbeinu. הלכה ד' אין אסור שום כלי זרעים, אלא זרעים הראויים למאכל אדם. אבל זרעים המרים וכיוצא בהם מן העיקרין, שאין הראויים אלא לרפואה וכיוצא בהם, אין בהן משום כלאי זרעים. L'interdit à cause de Kil Ezraïm, c'est uniquement
les, les graines qui sont des plantes qui sont consommables. Tandis que les asavim amarim, les herbes amères, les plantes amères et des choses semblables, même si on les mélange ensemble, il n'y a pas d'interdit par rapport au kilaïm, au kilazraïm. Maintenant, on va passer dans la rasa, sur un autre type de mélange, c'est un mélange dans les arbres. Pas avec les semences, mais avec les arbres. אילנות הרי הם בכלל מה שנאמר, שעתך לא תזרק אילן. כיצד המרכיב אילן באילן, או שכגון שהרכיב איחור של תפוח, באתרוג או אתרוג בתפוח, אך זה לוקח מן התורה בכל מקום, בין בארץ, בין בחוצה לארץ. לכן המרכיב ירק באילן, או אילן בירק, לוקח בכל מקום. Alors, les mélanges qu'il y a de différentes espèces d'arbres, c'est inclus dans ce que la Torah dit de ne pas semer le champ. Donc, le champ, ça inclut également le champ des arbres. Par exemple, celui qui va greffer un plant de pommier sur le hétrog, ou bien le contraire, en ce cas-là, il sera chayav mina Torah, et donc, il sera chayav de la peine de Malkout des 39 coups, vu qu'il a transgressé l'interdit de mélanger les plantations ensemble, et c'est inclus dans le pasuk clair de la Torah de ne pas planter ensemble les différents semences, les différentes graines. Ça inclut également les arbres qui poussent aussi à la base de différentes graines. De même, celui qui va greffer un légume, ce serait aussi la même chose. Il sera aussi chayav de la même interdit, la même gravité, il sera chayav également. Et dans cette halakha, il n'y a pas de différence entre Israël et le diaspora. הלך אבל, dit le Rambam, אסור לישראל להניח לנוכרי שירכיב לו אילנות כלאיים ומותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד, וכן מותר לערב זרעי אילנות ולזרען כאחד, שליחה כלאיים ואילנות אל הרכבה בלבד. Quand on a parlé du mélange des arbres, c'est spécifiquement le mélange de greffer. Greffer, on prend une branche d'ici, une branche de là-bas. Mais pas les mélanges des graines. Le mélange des graines, on parle dans ce qui pousse et qu'il reste des graines. Ça, c'est dans le champ blanc, ça s'appelle Sada Lavan. C'est le champ avec les récoltes. Là-bas, c'est une graine et ça pousse, ça devient des graines encore. On dit que dans les arbres, le mélange des arbres, ce qui est considéré un mélange, par rapport à l'interdit de Kilaïm, c'est le mélange de greffe de Ichor Ilan, ce qu'on appelle dans la Chahé. Donc, ce sont les branches qui sont interdites de mélanger. הלך וזעין, הזורע זרעים כלאיים בכלל מרכיב לענות בכלאיים אף על פי שהוא לוקה, הרי לא מותרים באכילה, אפילו זה שעבר ולזרען שלא נאסר אלא זריעתן בלבד, זה הייתה איחור בין האילן שהוכרע בכלאיים לזרוע מזרע ירק של זרע כלאיים. L'interdit, c'est de faire le mélange. Mais si le mélange était déjà fait, est-ce que j'ai le droit de le consommer? Dit le Rambam, oui. L'interdit, c'était juste de mélanger, mais de consommer, sur ça, il n'y a pas de souci. Alachachet, hazer onim, nechalakin, lishlosha chalakin. האחד מהם הוא נקרא תבואה, וחמישה מינים, החיטים, והכוסמין, והסירורין, ושבולת שועל והשיפון, והשני מהם הוא נקרא הקטנית, בין כל הזרעים הנאכל לאדם, חוץ מן התבואה, כאן הפול והאפונים והדשים, והדוחן והאורז, השושמין, והפרקין, והספיר וכיוצא בהם, והשלישים מהם הוא נקרא זרעוני גינה, בין שאר זרעונים שאינם ראויים למאכל אדם, והפרי של אותו הזרע, מאכל אדם כגון זרע הבצלים ושומין, וזרע החציר והקצח, וזרע ולפת וכיוצא בהם, וזרע פשטן או בכלל זרעוני גינה, וכשיזהרו כל מיני זרעונים אלו ויצמחו, נקרא הצמח כולו, כל זמן שלא נקרא זרע דשא ונקרא יפק. Alors, ça c'est déjà une halakha très intéressante, c'est une connaissance générale à savoir que les semences sont divisées en trois catégories. Il y a la première qui est appelée les céréales. Ça c'est la tvoua, et c'est les cinq espèces, on les connaît bien vu que c'est les 5 espèces qui peuvent devenir chametz, en les nommant, donc c'est le blé, l'épeautre, l'orge,
l'avoine et le seigle. Alors, le deuxième type de semences, c'est ce qui est appelé les kitnites. Les kitniotes, les légumineuses, c'est ce que les Ashkénazes ne mangent pas pour le Pessah, vu que ça ressemble et que c'est proche à la première catégorie qui peut devenir entièrement Hametz. Différentes explications par rapport à ça pour la fête de Pessah, soit parce que c'était rangé ensemble à côté, soit parce que ça ressemble. Et ça, c'est un sujet entièrement à part qui est loin de Pessah. En tout cas, ça, c'est le deuxième type. Et ce sont toutes les graines qui sont comestibles, autres que les céréales. Par exemple, les fèves, les pois, les lentilles, le riz, les graines de sésame, euh, et tout ce qui ressemble, tout ça, c'est les légumineuses et les kitniotes. Le troisième type, c'est ce qui est appelé zéronegina, donc c'est les graines de jardin, les graines jardinières. Ce sont les autres graines qui ne sont pas comestibles. Par exemple, les graines, donc c'est des graines d'oignon, d'ail, que là, je mets la graine pour que l'oignon pousse, mais la graine elle-même, la graine d'oignon n'est pas comestible. Les graines de lin, précisément, font partie des graines jardinières. Donc ça, c'est trois types de semences à savoir. Donc, une graine qui a fait une autre graine, ça c'est 5 céréales. C'est des graines, c'est des céréales. Ensuite, les graines qui vont faire des légumineuses. Et la graine également, elle est consommable. Et troisième type, c'est la graine jardinière, que la graine elle-même n'est pas consommable du tout. Alors, toutes les sortes de semences, donc les trois types, lorsqu'elles sont semées et qu'elles poussent, avant qu'on puisse identifier l'espèce, qu'est-ce qu'elle a poussé, c'est appelé un brin ou un légume. Et donc, ça s'appelle déchet ou bien guérec. Ensuite, quand ça pousse et que ça prend sa forme, là, chacun prend son nom spécifique. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Parce que c'est la base des chapitres suivants. On va voir qu'il y a des halakhot qui vont varier, vu qu'il y a ces trois différents types de graines et il y a différents stades quand ça pousse et à quel moment on a transgressé quel interdit. Voilà, donc ça, c'est la règle déjà. Et il y a une dernière halakha pour conclure et clôturer ce chapitre avec lequel on a commencé ce magnifique nouveau sujet, et comprendre et respecter la nature qu'Hachem a fait dans la façon qu'Hachem l'a fait. dit le Rambam dans la Hanaf, יש בזרעוני גינה זרעונים שדרכן לזרוע בהן שדות כנפשתן והחרדל ואלו הנקראים מיני זרעים. ויש בזרעוני גינה זרעונים שאין דרך בני אדם לזרוע מהם, אלא ערוגות קטנות כגון הלפת והצנון והתרדים והבצלים והכוסבר והכרפס והמערוב וכיוצא בהן, ואלו הנקראים מיני ירקות. Quand on va aller semer avec les graines, il y a des graines de jardin dans lesquelles il est coutume de semer des champs. On va semer tout le champ en un coup, par exemple, les graines de lin, les graines de moutarde. Ensuite, deuxième catégorie, c'est des graines jardinières dont on a l'habitude de semer seulement des petits carrés, mais pas tout le champ. Par exemple, les radis, les oignons, les céleris, tout ça. Alors ça s'appelle des espèces de légumes, parce qu'on n'a pas l'habitude de semer et de planter le champ entier. Qu'est-ce qu'important pour nous à savoir dans cela? C'est important de savoir que ça va faire une différence par rapport au mélange. Est-ce qu'on peut mettre un carré d'une espèce à côté d'un carré de l'autre? Est-ce qu'il faut garder un espace spécifique? Vu que quand on a un champ d'une chose, et seulement de cette chose-là, alors le champ entier, il est occupé avec cette espèce, tandis que quand on a un champ qui est divisé en plusieurs carrés, quelle est la halakha par rapport à cela? Et donc, c'est pour ça qu'il nous donne cette introduction de savoir qu'il y a deux différentes façons de semer. Il y a des choses dans lesquelles on a l'habitude de semer entièrement le champ, des choses dans lesquelles on a l'habitude de semer juste un carré spécifique. Alors, pour prendre le nouveau souffle, le Rambam nous a fait un chapitre court, et donc, Chazak Baruch, et on va passer à la session de questions-réponses.
Est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste pendant ce temps qu'il y a des questions qui se posent, juste une petite histoire que je viens de partager avec une personne juste avant le chiot. Une personne qui m'a appelé avec... Ah, il y a des questions. Moi, j'aurais une question. Deux secondes, deux secondes, Ah, pardon. je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont en texte. Bon, alors, j'ai commencé l'histoire, je vais pas vous faire une feinte. On va poursuivre l'histoire et après, après le suspense de l'histoire, on va voir les réponses de la fin. Alors, il y avait un juif qui avait une vie tout à fait ordinaire. Il vivait avec tout le monde. Il n'y avait rien de spécial avec lui. Et tout à coup, il reçoit une lettre en manuscrit de l'Almorazakan. Ah, c'était très rare. Des lettres que l'Almorazakan écrivait lui-même. Il n'envoyait pas tellement de lettres, déjà, numéro un. Et numéro deux, là, c'était une lettre pas écrite par son secrétaire, pas machine à écrire, mais écrite par lui-même, par son propre manuscrit. Alors, bon, les Juifs autour, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'il a mérité cette lettre? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement spécial? Alors, ils ont raconté l'histoire. Ils ont dit que il avait un grand souci. Et c'est un souci qui était urgent. Alors, il avait deux moyens d'envoyer la lettre. Il pouvait envoyer la lettre et l'envoyer avec la poste normale, ce qui prit une semaine ou deux, mais là, puisque c'était vraiment urgent, alors il a envoyé la lettre en express. Ensuite, la bracha de l'Amrazakan a marché et tout s'est solutionné, il a eu un grand miracle et tout est revenu en ordre. Alors, dans ce cas-là, il s'est réassis pour écrire une lettre pour remercier l'Amrazakan et annoncer la bonne nouvelle. Mais cette fois, il s'était dit, bon, est-ce que je l'envoie également en express ou bien je l'envoie une lettre ordinaire? Parce que quand même, l'express a coûté 10 fois plus cher que la lettre ordinaire. Là, tout se passe bien, il n'y a pas d'urgence. Alors, il a réfléchi 2 minutes et il est venu à la simple conclusion, il a dit non. Quand j'ai un problème, alors j'en ai fait part au rabbi directement, tout de suite, en payant la poste express. Alors, quand tout se passe bien, il faut remercier à Karatatov, il faut dire merci le plus rapide possible. Donc, l'envoyer également en poste express. Et sur ça, la Zakan m'a envoyé une lettre spéciale, un manuscrit pour remercier qu'il a envoyé la bonne nouvelle en express. Ça, c'est lié avec la paracha de cette semaine, vu que dans la paracha de Pinchas, on voit que Hachem remercie Pinchas. Hachem est mort, il est ni Nateno et Briti Shalom. Hachem explique comme une personne qui remercie quelqu'un qui l'envoie un bonjour. Alors, ça, c'est finalement ce que, ce qu'Hachem dit. Et si Hachem dit qu'il remercie Pinchas, et Hachem n'a pas besoin de remercier personne, vu que tout ce qu'on a vient de Hachem. C'est à nous de remercier Hachem, pas à Hachem de nous remercier. Mais Hachem nous montre l'exemple que pour chaque effort qu'on fait, petit effort, grand effort, il faut toujours remercier. Et remercier avec une vitesse, avec une rapidité, c'est également très, très important. Alors, maintenant, on va passer aux différentes questions. La punition de Kilaïm 39 coups ne s'applique que dans la terre d'Israël. Pourquoi les graines de lin font partie de la catégorie des graines jardinières? On peut pourtant en manger seul aussi. Et après, il y a encore des messages en direct. D'accord. Alors, c'est la Gemara en Masechet Kiddushin. Masechet Kiddushin, à la fin du premier chapitre. Donc, dans Daf Lametet, la Gemara là-bas nous dit que quand la mitzvot atluyot ba'aretz, tous les mitzvot qui dépendent de la terre, alors la mitzvah, elle s'applique en Eretz Israël.
Mais les mitzvot, les mitzvot qui ne dépendent pas de la terre, alors là, c'est ben noeg, ben baaretz, ben bechutz laaretz. On les fait en Israël et dans le diaspora. Alors, c'est pour ça que Minatora, les interdits qui sont liés avec les plantations de la terre, y compris le kilaïm, Minatora, c'est interdit uniquement dans la terre d'Israël, vu que ça, c'est notre terre et c'est là-bas que la Torah nous a prescrit comment travailler la terre. Les autres endroits, ils sont considérés passagers. Les Rabbanan, néanmoins, ont quand même fait des takanot. C'est de la méthode. La méthode à néanmoins, la Gemara rajoute que les Chachamim, ils ont quand même mis les Xerot. Ils ont quand même décrété que dans le diaspora également, il faut suivre les règles et de ne pas faire Kilaïm. Ça, c'est uniquement d'Arbanan, parce qu'en fait, de la Torah de base, c'est uniquement les interdits qui sont indépendants de la terre, qui sont partout dans le monde, mais les interdits qui sont Louyot, qui dépendent de la terre, ils se font uniquement dans la terre d'Israël. Et Kiddushim. D'accord. Alors, maintenant, la deuxième excellente question. Alors, pour les graines de lin, donc Zéro et Pishtan. Donc ça fait référence à la lachet. Dans la lacha numéro 8, on avait vu là-bas qu'il y avait 3 types de semences. Il y a la tvoua, il y a les 5 céréales, et ensuite les kitni, donc les légumineuses, et la 3e type, c'était les onegina. C'était donc de planter ça pour faire pousser quelque chose d'autre. On a ramené là-bas l'exemple de l'oignon, de l'ail, que la graine n'est pas faite pour manger, mais c'est fait pour faire pousser les autres choses. Alors, Baruch pose une question, il dit, mais le lin, c'est consommable. On peut le manger. D'ailleurs, c'est bon ou pas? Je sais pas trop, mais je sais que ça peut être dans une salade, par exemple. C'est vrai, c'est consommable. Euh, Mais je me suis dit que peut-être c'est pas l'habitude de manger ça seul, exact, donc peut-être. exactement. Mais c'est déjà le Rambam tout seul, je pense qu'il le mentionne. Au 3e chapitre, on irons dans les détails. 3e chapitre, dans j'ouvre le Rambam. Parce qu'en fait, ma question c'était parce que c'était le seul qui sortait du lot. Tout Ouais. le reste des graines d'oignon, on mange pas, mais là, c'est le seul qui. Bon, alors, dans le 3e chapitre du Rambam, il rentre un peu dans les détails, mais déjà, la règle générale, c'est ce que tu as dit, que le Rambam aussi, il le mentionne dans un deuxième endroit. Il le mentionne dans Sefer Kinyan, dans les lois de Mechira. Et là-bas, il dit que quand une personne, il achète le lin, alors des fois, le lin, il est plus tellement consommable, il est déjà un peu vieux, mais pour le semer, ça marche très bien. Au contraire, les graines, ils se décomposent un peu. Quand ça commence un peu à vieillir, alors le planter, je peux le faire, le consommer, je peux pas. Alors, dans Hirot Mechira, il pose une question si personne il a acheté du lin et qu'après il se plaint, mais c'était pas assez frais. Alors, est-ce qu'il peut se plaindre ou pas? Alors, on dit qu'on considère que la majorité des gens achètent le lin pour semer les graines, ils n'achètent pas les graines de lin pour le consommer. Donc, c'est des choses qu'on voit selon la majorité. Est-ce que c'est des choses que c'est l'habitude de consommer ou pas l'habitude de consommer? Et donc, Baruch Shekivanta, trouver la question et également ensuite pointer le doigt sur la réponse. Et il y a une question de monsieur Michel Waknin. Oui, moi j'avais une question sur les arbres greffés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de variétés de fruits, par exemple. Et souvent, ces fruits viennent d'arbres greffés pour trouver une autre variété. Donc, comment ça se passe pour aujourd'hui?
Tu posais une très, très bonne question. Et peut-être je l'ai mentionné trop vite dans le chiot, mais on a vu dans l'halakha aujourd'hui que l'interdit, c'est de planter. Mais une fois que c'est fait, il n'y a pas d'interdit de le consommer. Et donc, voilà. Donc, si c'est déjà fait, on a vu ça, c'est numéro un. Et numéro deux, s'il y a quelque chose qui est déjà greffé ensemble, est-ce que j'ai le droit de reprendre cette espèce et de le replanter? Ça, j'ai le droit. L'interdit, c'est juste de base. Un juif n'a pas le droit de mélanger deux choses. Le problème, c'est de mélanger. C'est pas comme le mélange de la viande et du lait, que là, j'ai pas le droit de mélanger, et si j'ai mélangé, j'ai pas le droit de manger. Là-bas, Oui, mais t'as c'est, dit, quand il va greffer, il va mélanger au départ. oui, donc là, il n'a pas le droit de greffer. Mais une fois que ça pousse, une fois que c'était greffé, ça ne devient pas interdit à D'accord. la consommation. Bon. C'est, Et est-ce qu'on a le droit de ça, demander à un non-juif? ça, c'est ce qu'on a vu dans la Khazaïn. Ouais, On a dit, on a dit que malgré qu'on n'a pas le droit de greffer, mais si c'était greffé, là, on a le droit de consommer. Et même la personne qui l'a greffé, il a le droit de le consommer parce que l'on est à la zri à tam bilvat. Donc en fait, Bassam Khalaf, c'est exceptionnel. Que là-bas, il y a à la fois un interdit de le mélanger, à la fois l'interdit de le consommer. Mais on a tellement l'habitude de voir le cas du lait avec la viande qu'on pense que c'est la même chose partout, alors que là-bas, c'est une loi qui est exceptionnelle. Mais ici, l'interdit de la Torah, c'est écrit de ne pas mélanger. C'est écrit nulle part de ne pas manger. Et donc, on a le droit de consommer. On a le droit également de le replanter si c'était déjà greffé. Donc, le fruit qui est greffé, on peut le replanter, même si ça va faire la même chose. mais de base, est-ce qu'on a le droit de créer une espèce qui n'existait pas, qui n'a pas été créée par Hachem? Est-ce qu'on a le droit de créer, nous, une espèce qui n'existait pas au départ, quoi? Est-ce que là, on a le droit de créer quelque chose de cet ordre-là? Alors, on parle maintenant de greffe Ben, par d'animaux exemple, avec. en faisant des croisements, des choses comme ça, on finit par créer des choses qui n'existaient pas au départ. Alors, Bref, ou par, là, bon, en fait, tu parles de quoi? C'est-à-dire, si on parle de mélanger différentes choses, on parle ici de mélanger et de créer quelque chose, oui. Alors, dans la halakha actuelle, elle parle des kilaïm, des mélanges qu'il y a dans les semences, mais il y a également dans la suite de la halakha, on va prendre les halakhot de kilé behema, ouais. les halakhot qui sont liés avec les mélanges des animaux, et ça, c'est plutôt lié avec ce que différents groupes scientifiques font aujourd'hui. Ils vont mélanger différents animaux, différents sels d'ici, différents porcs des sels et des porcs de différents animaux. Et ça serait étudié dans presque la fin. L'avant-dernier chapitre. Il y a 10 chapitres d'Ikrat Kilaïm. Le chapitre 9 va développer justement avec créer de nouveaux êtres vivants. Donc, il y a créer de nouveaux plantes, ça c'est ce qu'on voit maintenant. Il y Ouais. a ensuite créer des nouveaux êtres vivants, c'est ce qui sera développé dans le chapitre 9. Et donc, c'est un problème dans tous les cas qu'on crée quelque chose de nouveau. Dans les plantes, c'est ce qu'on a vu ici. La Torah m'a interdit en Israël. Les Chachamim, ils ont rajouté certains interdits dans le diaspora. Mais par rapport aux différents greffes et de mélanges d'animaux, ça s'est développé dans le chapitre 9. Donc encore une semaine. Une semaine et 2 jours. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à un non-juif de planter pour nous ou pas? Alors, ça, on a vu ensemble. On a vu ça dans le Shiur. On a vu dans la halakha numéro 3, halakha Gimel. On a dit, Moutar lomar l'enochi de goy, l'isra alo ki l'Israël. C'est permis de dire à un goy de le faire. Le problème, le problème, c'est pour le juif. Alors, comment est-ce que c'est possible? Alors, la- le seul, le seul pirouche qui tient la route, c'est une histoire que mon grand-père maternel a eu avec le rabbi, que lui voulait voyager
sur la ligne du jour. Il voulait faire un voyage, tout ça, prendre l'avion et passer la ligne du jour. On ne parlait pas de Sfirat HaOmer, c'est pas lié avec Pessah, Shavuot et les comptes des jours. C'était pendant l'été. Et le rabbi l'a dit de changer l'itinéraire. Parce qu'il était envoyé par une mission pour le rabbi, pour les shlichut, pour aller rapprocher les juifs dans différentes communautés éloignées. Et le rabbi l'a dit que puisque vous voyagez en tant que mon shaliach, alors je ne veux pas que vous soyez mebalbel sidre bereshit, que vous fassiez un bouleversement à l'ordre qu'Hachem a créé le monde. Hachem a créé le monde qu'il y a 6 jours dans la semaine et Shabbat, il y a dimanche, lundi, mardi, mais là, si on passe la ligne du jour, on est mardi et tout à coup, ça devient mercredi. On saute un jour, ou bien on perd un jour. Donc, c'est-à-dire faire un bouleversement dans le système du monde. Alors, le rabbi n'a pas demandé à tout le monde d'arrêter de voyager par là-bas, sauf pour la Sfirat HaOmer, c'est des questions, comment je compte les jours. Mais sinon, il n'y a aucun problème de voyager et de passer la ligne du jour. Mais une personne qui voyage en tant qu'émissaire du rabbi, c'est comme si le rabbi voyageait avec lui. Et si le rabbi, lui, il bouleverse ses jours avec ses prières et tout ça, ça fait un bouleversement dans le monde. C'est l'histoire. Mhm. Alors, pour nous aussi, faire un différent mélange de deux espèces, si le goy le fait, ça ne prend pas d'importance. Mais si le juif le fait, c'est encore beaucoup plus grave. Il y a des choses qu'un goy peut faire, un juif ne peut pas faire. D'ailleurs, nous, on a 613 mitzvot et ils en ont 7. Il y a des choses que Hachem, ça ne touche pas si le goy le fait. C'est pas grave. Tant que le goy il est civilisé, tant qu'il se comporte bien, c'est l'essentiel. Que le monde soit bien et que le monde tourne. Mais après, les micro-détails, et sur chaque chose, mais qu'est-ce que ça change si on a écrit les téphilines comme ça ou bien s'il y a un peu d'encre qui éclabousse? Mais c'est écrit, il y a le sens. Parce que chez les juifs, chaque détail, puisqu'on est vraiment les enfants de Hachem, à chaque détail est vraiment méga important. Et ça, c'est un message très, très important pour nous. Donc là aussi, on a vu dans la Chagimel que le juif n'a pas le droit, mais le goy. Oui, Rabbi, j'ai une petite question de détail. Alors. Est-ce qu'on a le droit d'amener au Beth Amikdash un fruit issu d'une greffe? Est-ce qu'on a le droit d'offrir au Beth Amikdash bon, parce qu'il y a quand même, à la base, il y a un problème. Bon, est-ce que on peut l'amener au Beth Amikdash, qui est l'endroit le plus saint Est-ce qu'on a le droit de le ramener? Alors, Je pense qu'un animal, c'est interdit, ça c'est sûr, mais un fruit. vous parlez d'un fruit pour les Bikurim. Voilà, par exemple, pour les Bikurim, on veut offrir au Beth Amikdash, au Kohanim, un fruit, mais il est issu d'une greffe. Il est issu d'un arbre greffé. C'est que nulle part qu'il y a un problème avec ça. Maintenant, la question c'est comme ça, c'est que on parle d'un arbre greffé qui fait par qui? Dans les Chod Bikurim, on ne parle pas spécifiquement de ça, mais je vais vous dire. Si c'est un goy qui l'a fait, alors il n'a pas la mitzvah de ramener des prémices. Donc les Bikurim, c'est la mitzvah des sur le juif. Et si on parle d'un juif, alors c'est une mitzvah be'avera. Parce que c'est lui-même qui a planté en faisant une avera, si c'était lui qui a mélangé. Par contre, si le juif il replante, Ouais. c'est une chose qui est déjà fait, là, le juif n'a pas fait d'interdit, alors là, il n'y a pas de problème. Il ramène ça en prémisse et voilà. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a une règle générale, ça, vous pouvez noter ça, c'est une règle dans toute la Torah, que Hachem a dit qu'il n'aime pas les mitzvot qui sont faites à travers les avérotes. C'est des mitzvot puantes. C'est une mitzvah b'avera. C'est une sugia qui est principalement développée dans la Sachet Souka. Troisième chapitre, avec le Lulav Agazoul. Là, on parle d'un Lulav qui était volé. Et pareil pour les 4 espèces, est-ce que c'est kasher ou pas? Et la Gemara nous dit que c'est mitzvah b'avera. C'est une mitzvah qui vient par une avera. Et donc, une mitzvah qui vient par une avera, on dit dans Daflam Adam Aleph, mitzvah qui vient par une avera, c'est interdit. Et donc, si le juif il a planté en faisant l'avera, il a semé les grains en faisant l'avera, ne ramène pas prébikurim, ne fait pas une mitzvah qui vient par une avera. Mais s'il n'a pas fait d'interdit, alors là, il n'y a pas de problème.
D'accord, ok. Bien, merci. Zako Baruch. Alors, Zat Hashem, à demain pour la suite avec le chapitre 2 des Rat Kilaim. Et on est déjà dans le livre numéro 7, hein? 7 livres sur 14. C'est déjà pas mal. Bon, Hashem, et un très grand Chazak Baruch à vous tous. Un grand Merci shkoyach. beaucoup. Merci. Hazak Baruch. Zako Baruch.